Faisons 2 Coupes du Monde qui jouent à la limite en même temps, avec un diffuseur commun, avec un package qui va permettre de redistribuer des droits. Ma question est la suivante. Messieurs, la phase de poule dessert-elle l'image du rugby ? Léo, ton sentiment? C'est moi en premier? Allez, go. Comme tu veux. Oui. Pile ou face, Oui, c'est malheureux en fait. On peut préciser pourquoi déjà? Alors oui, par l'ampleur des de scores qu'on voit sur 8 matchs sur 10, sur 4 matchs sur 5, on a des scores qui sont trop importants et des écarts qui sont trop importants. Alors je comprends l'intérêt, mais c'est vrai que le problème c'est qu'on est sur une fenêtre de tir qui arrive tous les 4 ans, qui est la Coupe du Monde, qui va venir intéresser un public qui d'habitude ne vient pas s'intéresser au rugby, le regarde d'un œil, voire d'aucun œil, et qui là d'un seul coup, en plus ça se passe en France, donc va s'intéresser à ce sport-là, va le regarder avec un œil un peu profane, sans forcément tout comprendre. Et ce que voit ce public-là, c'est des matchs qui ont peu d'intérêt. Et la plupart des matchs ont peu d'intérêt en fait dans cette Coupe du Monde, d'intérêt sportif, je parle, hein, d'intérêt sportif direct, parce que les écarts sont trop grands. Voilà, des 90 points, des 80 points. On en a encore eu hier soir avec le match entre l'Uruguay et la Nouvelle-Zélande, pardon. Mais des matchs comme ça, en fait, c'est devenu monnaie courante dans cette Coupe du Monde. Ça a toujours été un peu le cas dans l'histoire du rugby. C'est vrai que c'est quand même très exacerbé sur cette édition. On voit un bloc de 8, 10, 12 équipes maximum qui bataillent, et on voit une deuxième Coupe du Monde dans la Coupe du Monde qui est celle des plus petites nations où elles ont aucune chance de rivaliser en fait avec les gros, avec les Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande, France et même un peu plus loin l'Angleterre et ces nations-là. Donc je trouve que pour ce public-là qui s'intéresse de façon sporadique, de façon ponctuelle au rugby, il se dit ce sport il est pas très intéressant, et surtout c'est long, ça dure 5 semaines. En termes d'image, c'est quand même pas super pour le rugby, effectivement. Alors moi je comprends parce que je reçois aussi des messages d'amis qui ne s'y connaissent pas trop en rugby et qui me disent mais qu'est-ce que c'est que ça, 96-0, c'est quoi ces scores, c'est une boucherie. Alors certes c'est vrai que l'intérêt sportif est réduit, mais en fait si on se place du côté des petites nations, il faut bien comprendre que c'est la participation à une Coupe du Monde, c'est leur événement en fait, c'est le seul événement qu'ils ont une fois tous les 4 ans, une exposition, une visibilité, un réel enjeu sportif et surtout l'occasion de se mesurer au meilleur. Parce qu'en dehors de ces 4 années, si vous voulez, les nations du tiers 1, donc les meilleures nations, ne veulent pas affronter les nations du tiers 2, voire du tiers 3. Résultat, ces nations se retrouvent isolées, et comme elles ont du mal à avoir des matchs, et comme elles sont isolées, comme elles n'arrivent pas à se confronter au meilleur, elles ne progressent pas. Donc si vous voulez, le problème il est insoluble. Soit on fait une Coupe du Monde, on confirme vraiment une sorte de top 10 mondial, et là auquel cas on signe l'arrêt de mort de ces petites nations, soit on ouvre cette Coupe du Monde, et voire même on l'élargit, et c'est apparemment le chemin qu'on pourrait prendre pour la prochaine édition en 2027. Et là c'est sûr que, alors admettons, les îles Cook prendront toujours 120 points contre la Nouvelle-Zélande. En revanche, les îles Cook pourront jouer contre le Portugal, contre la Roumanie. Ça offrira plus de matchs, peut-être certainement plus de visibilité, peut-être plus de revenus aussi, puisque s'il y a plus de nations qui sont concernées, on peut imaginer que World Rugby en tirera de plus forts dividendes. Donc tout ça pourra participer à la redistribution des gains, quoi, tout simplement. Mais on est d'accord sur le principe que c'est pas la faute des petites nations, c'est pas eux le problème d'être pas au niveau ou pas assez bon. Je suis d'accord avec toi, c'est que vu qu'on ne les affronte qu'une fois tous les 4 ans, il y a un écart qui continue de se creuser entre tout le monde. Moi difficulté, c'est que comment fidéliser un nouveau public qui avant le match sait déjà qui va gagner et dans quelle proportion en plus. C'est-à-dire qu'on a des gens qui regardent ça comme un spectacle, et en fait de spectacle il n'y en a pas vraiment. Alors si on voit des essais, c'est sûr que si on aime voir des essais on en voit, mais il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune tension, il n'y a aucune incertitude autour de ces rencontres, et ça pour des gens qui ne regardent pas le rugby ou peu le rugby, c'est pas compréhensible. Et sur un temps aussi long de 5 semaines, je pense que c'est des gens qui décrochent à un moment. Donc on va retrouver une adhésion parce que les phases finales reviennent, et là on n'aura plus que des gros matchs, on n'aura plus que des grandes nations qui vont s'affronter. Mais là je trouve qu'il y a un essoufflement de cette phase de poule qui en plus a été allongée d'une semaine pour des bonnes raisons. Encore une fois, c'est pour donner un temps de repos similaire aux petites nations par rapport aux grandes. Donc tout ça en termes de morale, je te suis là-dessus. Sauf que la finalité, et c'est la force de World Rugby, je te rejoins aussi là-dessus, c'est pas la faute des petites nations, mais tout ce qui compte c'est la finalité, tout ce qui compte c'est pertes et profits. Et pour le coup il y a beaucoup de pertes je trouve sur cette phase de poule à 5 semaines avec tous les jours des roustes, quoi. Après il faut aussi regarder, là on prend le problème en regardant uniquement le score final. Voilà, bien sûr on a un 96-0
principe d'un sport pro. C'est terrible, d'accord, mais après, on sait, tu sais comme moi, qu'on adore le mythe de David contre Goliath. Et on adore voir une équipe comme l'Uruguay hier soir. Certes, ils en ont pris quasiment écrasé. David se fait écraser tous les matchs. Mais ils ont résisté pendant 20 minutes et on en a fait des caisses et on se dit, s'ils étaient un petit peu plus professionnels, il y a un potentiel, ça leur donne quand même une lueur d'espoir. Alors certes, c'est que 20 minutes, mais en même temps, quand on voit l'écart abyssal qui existe en termes de culture, d'infrastructure, de joueurs, de clubs et tout ça entre ces pays, on se dit, c'est peut-être déjà pas si mal. Mais évidemment, c'est pas leur faute, j'y reviens. Le problème, c'est que David se fait écraser à chaque fois, qu'il y a aucune incertitude, et tu parles de passer à 24, puisque c'est le projet, c'est pas toi, c'est le projet qu'a voir le rugby. Moi, ma difficulté avec ça, c'est qu'on va se retrouver avec 2 Coupes du Monde, la Coupe du Monde des grands, la Coupe du Monde des petits dans une seule, et au milieu des matchs de gala. Alors on va avoir les All Blacks comme ils ont fait là, qui vont jouer une fois à Toulouse, une fois à Lyon, qui sont en démonstration. C'est de l'exhibition, faut être clair, c'est pas de la compétition, c'est de l'exhibition qu'ils font. Ils vont exposer leur marque, elle est jolie, ils font le haka, c'est très joli, ça fait du spectacle. Les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du rugby, ils ont vécu ça une fois dans un stade fabuleux, ça fait des souvenirs, mais c'est de l'exhibition, c'est pas de la Coupe du Monde, faut le dire clairement à un moment. Mais le problème, c'est, après, il y a un truc aussi dont on souffre, nous, dans le rugby, c'est qu'on a un sport qui n'intéresse que 10 nations. Et si on veut que justement que le rugby prenne une autre dimension mondiale, il faut forcément ouvrir les portes, intéresser les autres nations, aller chercher d'autres partenaires, développer le rugby là où il n'est pas, même si alors réfléchissons à un schéma. Énorme. Faisons ce que font par exemple le tournoi avec 2 divisions, et par contre mettons des passerelles entre les deux, plutôt que de faire des qualifications pour la Coupe du Monde qui n'intéressent personne, parce que les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour l'édition suivante, donc il n'y a aucune nation majeure qui passe par les qualifications, personne ne regarde, personne s'y intéresse. Dans ce cas-là, faisons 2 Coupes du Monde qui jouent à la limite en même temps, avec un diffuseur commun, avec un package qui va permettre de redistribuer des droits, et avec des passerelles. Effectivement, quand vous finissez dernier de poule, vous avez gagné le droit de jouer en deuxième division dans 4 ans, et le premier de poule, lui, par contre, a gagné le droit la fois d'après de venir jouer la grande. Et on intéresse un peu plus tout le monde, et on évite ces boucheries, on laisse les nations dans des niveaux avec des adversaires de niveau équivalent. Ouais, je suis d'accord, mais alors du coup, si on fait une Coupe du Monde B, on aura forcément plus de mal. Alors j'ai retenu ton argument du diffuseur, un seul diffuseur, mais tu auras du mal à remplir les stades. Par exemple, Nouvelle-Zélande. Tu n'iras pas jouer au Stade de France ou à Marseille. Les 3/4 des gens étaient là pour la Nouvelle-Zélande, mais ça offrait une super exposition à l'Uruguay. Mais tu vas faire des matchs à La Rochelle, à Clermont, à Bayonne, dans des stades plus petits, oui, où tu auras quand même du monde. Et je trouve que et on peut le jouer sur le même territoire en même temps, ça reste juste, il y a 2 divisions, c'est tout. Et on met de l'intérêt effectivement dans des territoires qui aujourd'hui ne sont pas exploités par la Coupe du Monde actuelle. Donc oui, aujourd'hui on joue que dans les grandes villes parce que c'est là où il y a les grands stades. Et on va les jouer dans les villes cœur de rugby, on va les jouer à Béziers, on va les jouer, oui, je le disais, Clermont, à La Rochelle, à Bayonne, dans toutes ces villes-là qui aujourd'hui sont pas servies par. Après, à tous les coups, ton diffuseur, il jouera pas le jeu jusqu'au bout. Et par exemple, si c'est TF1 qui aura les droits, les matchs ils seront pas en prime time sur TF1, ils seront en milieu d'après-midi sur TMC, et t'auras toujours pas résolu ton problème de la visibilité et des dividendes. C'est ça le truc dans le fait de créer une Coupe du Monde B. Qu'on les voit en prime time à Lyon, mais prendre 96 points, est-ce que c'est valorisant pour eux? J'en suis pas sûr, quoi. Pour moi, en fait, c'est fabuleux parce que les joueurs ils vivent un rêve, ils jouent dans des stades qui toucheront jamais sans une Coupe du Monde. Le gâteau il est joli, mais il est amer pour eux. À la fin ils prennent 90 points sur 3 matchs sur 5 de la 3 ou 2 matchs sur 4 de leur phase de poule. Bon, je me mets à la place des joueurs, il y a quand même de la fierté. Alors c'est chouette, on a joué dans un beau stade à une heure de belle écoute. Mais ils sont un peu ridicules, et c'est pas méchant quand je dis ça, je dis ça avec beaucoup d'empathie. Je me mets à leur place, ça me ferait pas marrer de prendre 90 points. Ça les fait pas progresser pour toi malgré tout? Non, quand on prend 90 points on progresse rien. Ils font des attaques défense, ils prennent des vagues pendant tout le match. Je sais pas, il y a des matchs où les petites nations doivent finir à 15% de possession, ils ont jamais le ballon, ils font que défendre et ils savent qu'ils vont finir par craquer de toute façon. Je vois pas où on progresse très franchement à faire ça. Je suis un peu plus nuancé sur le fait de se mesurer. Je pense que pour appréhender justement le rugby de haut niveau, il faut le vivre, quitte à le subir, mais au moins ça montre aux joueurs ce qu'il leur reste à faire. C'est comme tous ces joueurs qui passent rapidement d'une division à une autre. Au début ils souffrent et tout ça, mais je pense que c'est quand même formateur. Moi par exemple, pour prendre l'exemple des Tonga, qui est une équipe du tiers 2, qui a les mêmes problèmes qu'on a évoqués, qui joue pas assez souvent, qui a certes été renforcé par quelques joueurs de
de dimension internationale, mais on a vu en fait, eux ils ont pas eu la chance, ils ont eu la malchance de tomber dans la poule B qui était la poule de la mort, mais on les a vus progresser tout au long de la phase et pourtant c'était pas facile. Ils ont pris Irlande, Écosse et Afrique du Sud et ils ont quand même réussi à inscrire 3 essais à l'Afrique du Sud, chose qui n'était pas arrivée depuis des mois. Et ils ont pris combien de points au final? Pas tant que ça, parce qu'ils ont aussi une vraie qualité dans l'effectif, mais à chaque fois ils ont pas été ridicules. Mais après on en revient aussi à d'autres problèmes. Ils sont arrivés, ils avaient 2 matchs contre le Canada dans les jambes, et derrière ils prennent la nation l'Irlande. Donc forcément ils encaissent 60 points, mais en tout cas ils progressent. Ces équipes-là progressent. Moi j'ai le sentiment qu'ils progressent durant la compétition. Après, tu parles du Tonga, c'est ce que j'appelle une nation intermédiaire quand même. C'est plus sur les nations type Uruguay, Namibie. Oui. C'est génial, ils vivent un rêve, ces gens-là. Et je comprends que c'est compliqué de leur enlever ce rêve, mais se dire d'avoir une compétition parallèle où ils vivent quand même la Coupe du Monde en France, mais avec des nations où ils peuvent matcher. Je sais pas, on avait là à l'instant les supporters japonais à l'écran. Le Japon, pour moi, c'est l'équipe qui a dans l'histoire encaissé le plus de points, 145 contre la Nouvelle-Zélande, mais ils sont pas arrivés passer de ça à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un prétendant pour des quarts finales, et ils l'ont été quarts finalistes il y a 4 ans chez eux. C'est pas à force de prendre des rousses, c'est parce qu'à un moment ils ont structuré leur rugby, ils l'ont professionnalisé, mais ça c'est parce qu'ils ont une manne financière. C'est parce qu'ils ont une manne financière. Donc c'est pas à force de prendre 140 points que d'un seul coup ils ont progressé. S'il n'y a rien derrière, c'est que c'est un pays où il y a des moyens financiers et qu'à un moment ils ont mis des moyens financiers. Donc je trouve que je sais pas, je trouve que exposer cette face-là du rugby et ce que tu dis qui est vrai, que c'est un sport qui intéresse 10 à 12 nations, exposer aux yeux du monde ce côté-là en disant on va jouer à 20 mais vous allez voir les 8 autres ils vont se faire exploser tous les week-ends, je suis pas sûr que ça rende service au rugby franchement.